Ce serait bien que la vidéo, elle parle des difficultés au quotidien. Ouais, un truc bien concret. Ouais, mais on présente comment? Ben, comme d'habitude, le tableau, les mots-clés, la pédagogie. Mais non, mais faut qu'on arrête avec ça. Faut qu'on soit plus fun. Plus fun? On s'est pris pour Norman? Ouais. Les autistes sans déficience ont peu de problèmes au quotidien. Faux. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on parle de difficultés qu'il faut que ce soit larmoyant. Faudrait parler de la fatigue. Bon alors du coup, concrètement, On pourrait filmer une crise. Mais ça va pas. C'est du voyeurisme. oh bah carrément, hein. Ouais, c'est vrai. Bon. Sinon, on rationalise avec un top 5. Pour nos difficultés, ce serait plutôt le top 50. Hein. Un top 5. On n'est pas Topito. Bah, et alors, on regarde Topito. La bonne idée là-dedans, c'est que ça nous permettrait de synthétiser. Ok, alors, parmi les 5 principales difficultés, faut pas oublier la fatigue. On pourrait faire de la difficulté la moins grave à la plus importante. Voilà, comme ça, on peut faire un mélange de définitionnel et d'anecdotique pour rendre l'explication pédagogiquement attrayante. En haut du podium, il y a la fatigue. D'ailleurs, on serait pas en train de se fatiguer un peu là? Mais grave, on devrait dormir depuis 1 heure. Bon, bah on n'a qu'à prendre une décision et comme ça, on pourra s'endormir. Eh ben, va pour le top 5. Qui finira par la fatigue. Et ben voilà, maintenant qu'on s'est mis d'accord, on peut la fermer un peu? Bonjour à tous et à toutes, c'est Johanna, maman d'une enfant TSA et moi-même en cours de diagnostic. Aujourd'hui, on va voir mes 5 difficultés principales au quotidien concernant l'autisme. On va partir de la moins gênante à celle qui me handicape vraiment. C'est parti, numéro 1, la surcharge sensorielle. Alors la surcharge sensorielle, comme son nom l'indique, ce sont des informations qui viennent dans notre cerveau pour être traitées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les personnes avec autisme ont un cerveau hyper perceptif, c'est-à-dire qu'ils et elles perçoivent des choses dans l'environnement qui sont normalement mutées, c'est-à-dire qui sont normalement effacées par les personnes qui ont un cerveau qui fonctionne normalement. Par exemple, lorsque vous discutez avec une personne, normalement vous vous concentrez sur ce que la personne dit et tout ce qui va se passer autour, vous allez avoir la capacité de ne pas en tenir compte. Eh bien, pour les personnes avec autisme, on ne peut pas faire ça. Donc, notre cerveau doit traiter tous les stimuli, qu'ils soient sonores, olfactifs, visuels, et tout ça, ça entraîne vraiment une surcharge. Alors, petite parenthèse, il y a des personnes qui présentent une hypersensibilité à certains stimuli, et d'autres personnes avec autisme qui présentent une hyposensibilité. Par exemple, en ce qui concerne la lumière, il y a des personnes qui vont avoir une hypersensibilité et qui vont avoir besoin de mettre des lunettes de soleil même quand le ciel est voilé. Et il y a des personnes qui présentent une hyposensibilité, c'est-à-dire pour lesquelles il faut que les lumières soient vraiment allumées pour qu'elles y voient quelque chose. Petit exemple concret. Je suis incapable d'avoir une conversation s'il y a de la musique ou beaucoup de bruit autour. Alors parfois je suis obligée, mais je ne suis pas la conversation et du coup je suis très mal. Par exemple, dans mon quotidien, quand mon mari cuisine, il met un podcast à écouter. Et lorsque je veux aller lui parler, s'il n'arrête pas son podcast, je ne peux même pas formuler une phrase. Autre exemple aussi, quand des collègues, on a un bureau des éducateurs, donc quand il y a des va-et-vient de collègues, si je suis en train de faire un écrit, eh ben, je ne peux pas me concentrer parce que forcément, j'entends tout ce qui se passe, je perçois les mouvements derrière et ça me gêne énormément pour me concentrer. Dans un groupe, quand il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes, j'ai l'impression d'entendre avec la même acuité toutes les conversations et du coup je ne sais même plus où me placer
et il va y avoir un trop, un petit peu comme une marmite qui déborde. Pareil pour les environnements qui sont surstimulants. Par exemple, les grands magasins. Il va y avoir le bruit, la lumière, les grands centres commerciaux, j'en parle même pas, c'est une horreur parce qu'il y a les bruits et la lumière. Et en plus, il y a la foule qui n'a pas un mouvement précis, qui va, qui vient. Et la difficulté, en fait, c'est que avant de mettre l'hypothèse de l'autisme, je pensais que tout le monde était un peu comme ça. C'est-à-dire, je pensais que tout le monde trouvait ça pénible d'aller dans un centre commercial, mais que de temps en temps, eh ben, on devait, parce que, je sais pas, on doit habiller ses enfants, on nous a donné rendez-vous pas loin, et je pensais que tout le monde prenait sur lui, et que du coup, tout était une histoire de force. Voilà, donc moi j'essayais pendant très longtemps de suivre quand même une conversation quand il y avait de la musique, mais je me fatiguais, parce que cette surcharge sensorielle, c'est un petit peu comme une charge mentale qui serait quasi constante, et qui vient du coup nous fatiguer extrêmement. C'est pour ça que beaucoup de personnes avec autisme aiment le rangement, aiment ce qui est aligné parce que c'est reposant. Moi personnellement j'adore Marie Kondo. Marie Kondo est très clivante, hein, c'est-à-dire que Marie Kondo, ou on l'adore, ou on la déteste, dans ce que j'ai pu voir des commentaires. Bon bah moi clairement je l'adore, ma chambre est Marie Kondo, mes vêtements sont rangés à la Marie Kondo parce que lorsque je rentre dans ma chambre et qu'il y a peu de choses au mur, que tout est bien rangé, et bah déjà ça m'apporte une sensation d'apaisement, mais qui est immédiate, plus immédiate encore qu'un médicament. J'ai besoin, pour me sentir bien, d'environnements épurés, avec peu de stimulation. C'est pour ça que quand je vais chez une personne où il y a du bazar, je ne porte aucun jugement sur le fait de ranger ou de ne pas ranger. Certains en plus s'y retrouvent complètement dans leur bazar. Mais moi, rien que d'être dans une pièce comme ça, et ben, ça me fatigue parce que j'ai l'impression que tous les petits détails me sautent aux yeux en fait. Et du coup, je les analyse. Il y a des pensées qui me viennent ou il y a des chansons qui me viennent en fonction de ce que je vois. Enfin, j'ai l'impression que mon cerveau traite tout en permanence. Et ça, c'est épuisant. Numéro 4, les crises. Alors, les crises autistiques, pour ceux qui ne connaissent pas, on les classe en deux catégories, même si ces deux catégories sont un petit peu floues en ce qui concerne la définition. On va avoir les meltdowns et les shutdowns. Alors, qu'est-ce que sont ces deux types de crises? Ça vient de l'anglais, donc melt, c'est fondre, down en bas, shut, fermé, et down, toujours en bas. Le shutdown, c'est une espèce d'explosion de l'intérieur, justement quand il y a eu une surcharge sensorielle ou une surcharge émotionnelle très forte. Ça peut être quelque chose de très stressant, comme ça peut être, pour l'extérieur, quelque chose d'apparemment anecdotique, mais qui sera un drame pour nous, parce que quand on n'est pas bien, nous dans notre tête, on s'est fait tout un programme. Et je citerai l'exemple d'une fois où j'étais très très fatiguée et j'avais mis beaucoup de temps à faire une soupe, c'était ma soupe préférée, celle que je prenais dans les moments de réconfort, et donc déjà toute la journée j'avais donné, et j'ai échappé le tupperware en verre. Alors ce qui est très chiant pour tout le monde, hein, parce qu'en plus il fallait nettoyer, mais c'était tellement un drame pour moi que je suis partie en crise, c'est-à-dire le shutdown, on est soudain soit incapable de parler, soit ça va être une crise de larmes, mais en tout cas on n'arrive pas à se calmer tout de suite. Il faut qu'on s'isole, il faut qu'on prenne un temps. Les meltdowns, là ça va être la même crise, mais de façon un peu plus explosive. C'est-à-dire que par exemple chez les enfants, vous allez avoir des enfants qui vont se mettre à hurler, à crier et à se rouler par terre. Donc non, tous les enfants qui se roulent par terre dans un magasin ne sont pas forcément des enfants hyper mal élevés. C'est juste que parfois, il y a trop d'émotions, trop de surcharge. Et donc chez les adultes, ça peut être par exemple une crise de colère, ça peut être de l'auto-agression, quand on se fait mal à soi-même. Par exemple, en foyer d'accueil médicalisé, j'avais des adultes qui se tapaient la tête, soit avec les mains, soit contre le mur. Moi personnellement, quand j'ai connu ces deux termes, je pensais que j'étais pas vraiment concernée, jusqu'à ce que je me remémore que émotionnellement, lorsque c'était très difficile, notamment quand j'arrivais pas à gérer les propres crises de ma fille,
et ben je m'enfermais dans ma chambre et je hurlais dans des oreillers. Alors c'était assez adapté étant donné que du coup je me mettais à l'écart, mais je hurlais tellement dans mes oreillers que parfois quand je sortais de la chambre j'avais plus de voix. C'est-à-dire que j'avais vraiment hurlé. Ça pouvait durer longtemps, je pouvais frapper les oreillers et après on est complètement vidé. On n'arrive plus à faire quoi que ce soit, on n'arrive plus à répondre, enfin bref, c'est comme si l'ordinateur avait planté et qu'il lui fallait du temps avant de redémarrer. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être que je fais aussi des crises convulsives. Alors je suis en pleine recherche dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature dessus. Il y a ce qu'on appelle des crises non épileptiques psychogènes qui ressemblent en tout point de l'extérieur à une crise d'épilepsie, donc la crise qu'on a le plus en tête, la crise classique, mais qui pourrait être due à l'autisme. Je dis qui pourrait parce que pour le moment, de ce que j'ai cherché sur internet, il y a des sources mais qui sont elles-mêmes non sourcées. C'est-à-dire que je n'arrive pas à avoir accès à un livre qui traite de ça scientifiquement. Donc, pour le moment, je le mets entre parenthèses, mais quand je découvrirai, bien entendu, je vous le dirai. J'ai aussi fait, quand j'étais adolescente, des crises de spasmophilie, de tétanie. Et pour certains psychiatres, la tétanie pourrait être une seconde peau musculaire. C'est-à-dire que c'est une façon, la spasmophilie, la tétanie, de se protéger de l'environnement extérieur. Donc moi, clairement, pendant mon adolescence, c'était des crises de surcharge émotionnelle, sensorielle et pour me protéger. Je l'ai mis qu'en 4e position parce que c'est pas le genre de choses que je fais tous les jours. Mais quand on en fait une, c'est très gênant, surtout quand on en fait une à l'extérieur. Là, c'est très pénible. Numéro 3, la socialisation. Alors les difficultés de socialisation sont un des critères qui font partie du DSM-5 pour le diagnostic de l'autisme. Alors, mes difficultés de socialisation, contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas dire que j'ai des difficultés à aller vers autrui. Je peux me présenter, je peux avoir une conversation avec ma boulangère. Ce sont des difficultés qui sont autres. Donc, je les ai listées selon où je suis. Au travail, ça va être par exemple la difficulté de ce qu'on appelle le small talk, c'est-à-dire ces moments de pause où toute l'équipe est réunie et où on parle de sujets anecdotiques, de sujets qui sont pour moi un peu futiles. Alors je sais que ça paraît peut-être condescendant dit comme ça, mais je n'arrive véritablement pas à comprendre pourquoi on parle de ça. Je m'ennuie, voire même je me sens mal parce que je sais pas quand c'est à moi de parler, quand c'est à moi de prendre la parole. Quand j'ai la parole, je sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter. Enfin, je ne sais jamais quand initier et quand m'arrêter dans ces interactions-là. Et encore une fois, moi, les interactions sociales, elles me stimulent généralement quand je suis à deux et lorsqu'on parle soit d'émotions profondes, donc lorsqu'on est vraiment dans le partage d'un vécu individuel, ou lorsqu'on discute d'un sujet mais de manière plus approfondie, quand les choses m'apportent intellectuellement. Donc le small talk, j'ai de la difficulté. Autre chose aussi, parfois je comprends pas les blagues. Donc j'ai appris à rire en même temps que les autres, mais parfois spontanément en réunion, je dis pas quoi, ou pourquoi, ou ça veut dire quoi. Et du coup, c'est vrai qu'au travail, on m'a un peu associée à la fille rigolote qui, parce qu'elle est quand même pas complètement débile, a compris. Donc très souvent, il m'arrive de dire des choses qu'on interprète comme par exemple une blague graveleuse, mais qui ne l'est absolument pas. Et lorsque je dis que je n'ai pas compris ou que c'était pas intentionnel, je vois que les autres autour disent oui, bien sûr. Donc j'ai cette image un peu de fille rigolote. Et quelque part, c'est un masque social qui est adapté. Voilà, dans tous les groupes, il y a toujours la personne rigolote qui va faire des vannes. Bon, j'ai endossé ce rôle-là, même si, très clairement, à l'intérieur de moi, je me dis, non, là, j'ai pas voulu faire rire. Ou, non, là, j'ai vraiment pas compris la blague. Donc, quand je me sens relativement peu fatiguée, ça va, j'en plaisante. Mais quand je suis un peu plus mal, parfois, ça peut être lourd. Parce que, encore une fois, masquer en permanence, c'est fatigant. Mais je ne parle pas de fatigue tout de suite puisqu'on va y venir à la fin. Je n'ai pas de difficulté par contre avec les personnes que j'accueille dans le cadre de mon travail social puisque là,
j'ai mon masque de professionnel et parmi toute la panoplie de masking, je trouve que le masque professionnel est le masque qui me coûte le moins parce que c'est quelque chose que je fais avec envie, j'ai fait des études pour ça, mon travail me passionne et puis c'est quelque chose, je pense que tout le monde fait. Je veux dire qu'on soit caissière, infirmier ou neurologue, lorsqu'on est au travail, on endosse forcément sa blouse de travail et avec du coup tous les comportements qui y sont associés. Donc ça, je pense que ça fait partie des maskings qui fatiguent le moins et donc je n'ai aucun problème avec les personnes que j'accueille. Alors, pour ce qui est dans la rue ou dans mon lotissement, là, ça va vraiment dépendre de ma fatigue. C'est-à-dire que si je suis bien, je peux tout à fait avoir une conversation avec la boulangère de quelques minutes. Je peux tout à fait entretenir une conversation de quelques minutes avec mes voisins. Mais lorsque je ne suis pas bien ou lorsque c'est la fin de journée, moi, à partir de 15 heures, je n'entreprends plus rien d'important quand je suis chez moi. Tout se fait avant 15 heures. Donc, quand je suis au travail et que je rentre de ma journée de travail et qu'il est 17, 18, voire 19 heures, là, avoir une conversation avec un voisin, ça devient... c'est hors de ma portée. Donc, quand j'arrive dans le lotissement et que je me gare, je me dis pourvu qu'il n'y ait pas de voisin, pourvu qu'il n'y ait pas de voisin, pourvu qu'il n'y ait pas de voisin. Et je fais en sorte de rentrer très vite, de quand même faire le sourire. Et quand je suis vraiment pas bien et que je dois sortir, là je regarde avant, par ma fenêtre, s'il y a des gens dehors. S'il y a des gens dehors, je suis capable d'attendre plus ou moins longtemps si j'ai un rendez-vous, mais je suis capable d'attendre que les deux voisins, par exemple, qui parlent devant chez moi, je suis capable d'attendre qu'ils aient fini pour sortir et ne pas avoir à croiser des gens. Je suis aussi capable en été de ne pas sortir dans ma cour quand il y a par exemple des personnes dans le lotissement qui discutent parce que j'ai peur qu'elles m'interpellent et que je ne sois pas en mesure de leur répondre. Donc parfois je reste alors que j'ai une cour parce que je peux pas. Alors avec mes amis, les difficultés de socialisation, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué parce que j'ai des amis que j'aime vraiment. Je pense que je porterai le cadavre pour elles, comme on dit. Mais déjà, le téléphone, c'est très compliqué pour moi. Donc quand le téléphone sonne et que c'est pas prévu, déjà, ça m'angoisse. Donc la plupart du temps, je ne peux pas répondre. J'essaye d'appeler la personne quand je suis à peu près bien et que j'ai le plus d'énergie. Mais déjà, c'est un frein. Parce que pour moi, un coup de téléphone, il faut l'avoir prévu dans mon emploi du temps, sinon je ne peux pas y répondre. Deuxièmement, se voir. Les interactions sociales étant vraiment fatigantes pour moi, c'est très compliqué de dire non à des amis. D'autant plus que ça génère chez moi une culpabilité parce que je n'ai pas envie que mes amis se disent « Ah elle a moins envie de me voir que moi j'ai envie de la voir. » Vous voyez, j'ai pas envie que mes amis pensent que notre relation ne va que dans un sens. Parce que bien entendu, j'ai vraiment envie de les voir. Mais parfois, quand j'ai du travail et que j'ai peu de temps, je vais avoir besoin fondamentalement de ce temps seul pour me ressourcer et je ne vais pas être en capacité d'avoir une interaction même amicale. Ce que j'ai compris, c'est que pour les personnes neurotypiques, avoir un échange amical, c'était quelque chose de ressourçant. Pour prendre l'analogie du téléphone portable, on n'a plus beaucoup de batterie, on va discuter avec une amie, ça va nous remettre de la batterie. Eh bien, pour nous, non. C'est-à-dire qu'au mieux, ça ne va pas nous prendre de batterie, mais ça ne va pas non plus nous recharger en batterie. On va être heureux d'avoir des nouvelles de la personne, on va être heureux peut-être de discuter, mais on ne va pas se recharger. Parce que la seule chose qui nous recharge, en tout cas je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes avec autisme, la seule chose, moi, qui me recharge vraiment à 100%, c'est soit d'être seule, soit à la limite d'être avec mon mari parce qu'il est vraiment comme moi et qu'avec lui, j'ai pas besoin de masquer. Mais sinon, le top du top pour moi, c'est d'être seule et faire quelque chose qui me ressource vraiment en solitaire. Donc, les relations amicales, c'est difficile à gérer parce que je dois accorder du temps à chacune et du coup, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un et que je sens qu'il pourrait y avoir des atomes crochus, je ne vais pas plus loin parce que très concrètement, je n'ai plus la place pour avoir une nouvelle amie. Et c'est peut-être malheureux, mais je ne pourrais pas gérer autrement. Numéro 4, je pense que c'est ça une des choses qui me handicape le plus au quotidien, c'est le bruit.
Alors, encore une fois, tout le monde ne l'a pas. Il y a des personnes hypersensibles et des personnes hyposensibles. Bon, moi, clairement, je suis tombée du côté de l'hypersensibilité et c'est très compliqué parce que, par exemple, quand on discute avec des gens et qu'on dit les bruits de la circulation, c'est pas agréable, tout le monde va dire oh bah oui, effectivement, c'est embêtant. Mais moi, c'est pas embêtant. Moi, c'est douloureux. C'est-à-dire, en haut du podium, il y a les mobylettes avec un pot qui a été trafiqué. On les entend, ces mobylettes-là. Et alors moi, ça c'est terrible. Mais vraiment, quand je suis pas bien, j'en pleurerais. Hein. C'est-à-dire que non seulement au niveau corporel, le sursaut fait que j'ai très très mal au cœur, mon cœur s'accélère d'un coup, enfin je suis pas bien. Je me raidis, je me crispe, je mets du temps en fait quand la mobilette est passée avant de m'en remettre. Et alors, les petits jeunes qui font des allers-retours pour se mettre... Alors, je suis quelqu'un de très pacifique. En plus, je parais douce. J'ai un métier social. Mais quand des jeunes passent en mobilette avec un pot trafiqué et qui font des allers-retours, dans ma tête, il y a un film très gore qui se met en place. Et encore, si c'était que dehors, j'ai envie de dire que ça irait, mais même à la maison. C'est-à-dire que le pire, ce sont les couverts qui s'entrechoquent. Il suffit que ma fille fasse tomber une fourchette sur la table, et là, je peux même me mettre à crier. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire ma drama queen, mais le sursaut d'un bruit fort que j'entends, je peux avoir ce genre de réaction. Donc c'est très contraignant au quotidien. Pareil lorsque mon mari fait la cuisine, qu'il utilise le mixeur, ou alors qu'avec la cuillère, il tape comme ça sur la casserole. Ça, ce sont des bruits que je supporte difficilement, même avec un casque anti-bruit. 5. Vous l'attendiez tous et toutes, la fatigue. Alors pourquoi la fatigue est ma plus grande difficulté? Eh bien parce que de son degré dépend toutes mes autres capacités. La capacité à masquer, la capacité à fonctionner un tant soit peu normalement, ma capacité d'interaction sociale, tout ça, ça dépend de ma fatigue. Lorsque l'on est plus fatigué, on a beaucoup plus de difficultés à cacher les difficultés qu'on a. Moi, la fatigue, elle a commencé au lycée parce que je raconterai un jour ce qui m'est arrivé au lycée, mais plus tard. Je suis devenue interne et du coup, j'ai partagé ma chambre avec d'autres filles. Et même si ces filles, par exemple, elles lisaient au lit le soir, le simple fait qu'elles tournent une page, pour moi, c'était comme un tremblement de terre, quoi. Donc, je ne pouvais pas m'endormir avant très très tard. Et du coup, j'ai eu l'impression de vivre mes 3 ans de lycée dans le brouillard. Parfois, j'avais l'impression de me réveiller en cours et de me dire « Mais qu'est-ce que je fais là où je suis ?» Ah oui, c'est vrai, je suis en cours de français. Mais j'étais vraiment un zombie. Le problème de la fatigue, c'est que lorsqu'elle s'accentue, elle peut mener à d'autres difficultés. Par exemple, la dépression. Et plus on va être déprimé, et moins on va avoir d'estime de soi. Et moins on va avoir d'estime de soi, plus on va redéprimer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce qu'aussi, les personnes avec autisme ont souvent de la difficulté à cerner ce qui les ressource. Elles vont tellement parfois être passionnées par des sujets qu'elles ne vont pas se rendre compte qu'il y a des sujets avec lesquels elles vont se détendre et d'autres avec lesquels elles vont absolument tout donner. C'est-à-dire que lorsqu'une personne avec autisme est lancée à fond dans un projet, il ou elle aura du mal à savoir quand commencer, quand s'arrêter et surtout comment prendre soin de son énergie. Moi, je commence tout juste à comprendre ce qui me ressource, mais j'ai mis du temps. Alors le problème de la fatigue, c'est que elle n'est pas reconnue socialement parce que l'énergie, c'est comme l'argent, tout le monde a l'impression d'en manquer. C'est-à-dire quand vous demandez souvent à quelqu'un ça va, très souvent on vous répond « Ah, je suis claquée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis fatiguée », même mes collègues « Ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Donc c'est très difficile de dire « Oui, mais moi je suis plus fatiguée que vous ». Par contre, là où, avec les collègues, je peux quand même doser, c'est qu'un jour, je vais vous donner 2 exemples. C'était pendant justement un small talk où une collègue racontait qu'elle était allée au sport d'hiver et que le ski, ça fatiguait tellement que, et elle le disait, elle était morte de rire,
que du coup, le soir à 21h, il n'y avait plus personne. Et ben moi, le soir à 20h30, il n'y a plus personne, même quand je travaille pas. C'est-à-dire que à 20h30, c'est le temps calme, 21h maximum, je suis dans mon lit. Voilà, journée de travail ou pas journée de travail. Alors après, des fois, quand j'ai mon week-end, on va aller jusqu'à 23h. Mais voilà, pareil, un jour, c'est un jour où je travaillais donc, avec une collègue, il était 14h. Donc moi, 14h, c'est l'heure où mes neurones sont en train de chuter. Hein. C'est-à-dire j'ai plus qu'une heure d'effervescence, après je ne vaux plus rien. Et elle me dit, oh là là, je suis tellement fatiguée que là, je m'allonge, je dors. Bah oui, moi personnellement, à 14h, vous m'allongez n'importe où chez moi, je dors aussi. Et là, je m'étais permis de lui dire que moi, je pouvais également me rendormir le matin. Fut un temps, j'avais dans ma routine du matin méditation après mon petit déjeuner. Et parfois, j'étais tellement fatiguée que donc je m'asseyais sur mon affût, comme je suis là, je commençais à méditer. Et j'étais tellement explosée que je me disais non, là, je ne peux pas tenir assise, je vais méditer allongée. Et donc, je m'allongeais. Et une demi-heure après mon réveil, même après avoir pris un petit déjeuner, bah, je me rendormais. Voilà. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Ah oui, quand même ». Bah oui, quand même. Et du coup, cette fatigue, elle engendre aussi des difficultés sociales, notamment pour les invitations. Parce que moi, quand on m'invite quelque part, déjà si c'est le soir, bah voilà, pour moi 23h c'est mon max de chez max. Alors vous imaginez un mariage, voilà. Donc c'est compliqué, le fait de ne pas dormir chez moi, ça aussi c'est une angoisse pas possible. Alors avant, dans ma vie d'avant, il y a encore un an, bah, il y avait l'alcool, comme je l'ai déjà dit. Donc je buvais plus encore que mon seuil habituel. Du coup, bah, je pouvais discuter avec les gens. Et du coup, bah, quand on me montrait l'endroit où je devais dormir, et bah, je m'endormais comme une souche, mais avec l'alcool. Donc maintenant que je n'ai plus ça, m'endormir dans un endroit qui n'est pas chez moi, c'est très compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand je dis ma chambre, c'est ma chambre. Vous m'avez entendu dire mon mari, mais nous n'avons pas la même chambre. Justement parce que j'ai un sommeil qui est tellement compliqué. Je dors avec des boules caisses parce que, je dis souvent en rigolant, le moindre pet de mouche, voilà, moi je sursaute quoi. Donc je ne m'endors bien que dans ma chambre avec mes boules caisses, mon petit masque d'avion. Donc quand on m'invite à l'extérieur, bah moi ma première réaction c'est « Ah merde, voilà, comment je vais faire ?» Et du coup, bah, tout ce qui peut être réjouissant socialement, pour moi, ce sont des facteurs d'angoisse. Alors, à l'heure actuelle, j'avoue que voilà, je ne peux pas faire sans prendre un anxiolytique ou voilà, d'autres substances qui font que je vais réussir à être, même tard, en présence d'autres personnes. Voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai sans, peut-être qu'un jour j'arriverai à poser des limites, mais j'ai pas non plus envie de me couper de toute vie sociale, de ne plus aller à aucun mariage ou de ne plus aller à aucune soirée à cause de ça. Mais du coup, voilà, c'est handicapant, cette fatigue qui me colle à la peau. La fatigue, ça aurait pu être une vidéo à part entière, peut-être que ça en sera une. En tout cas, je vais m'arrêter ici pour le top 5. J'aimerais vous demander à vous, quel est votre top 5 de vos difficultés en tant que personne avec autisme sans déficience, ou si vous avez des enfants avec autisme, quels sont les top 5 de vos enfants. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires. Et puis en ce qui concerne les abonnements, j'ai l'impression que ça n'a pas trop de poids quand je le dis. Qu'est-ce que t'en penses, Pouic? Oui. Est-ce que tu veux bien, toi, dire de s'abonner? Peut-être que toi, ils vont t'écouter. Oui. Fais confiance, abonne-toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!